On organisait le meeting de la Guadeloupe, donc j'ai eu la chance de côtoyer très rapidement, hein, les athlètes du Santa Monica Track Club dont faisait partie Carl Lewis et puis Ouais. il y avait Leroy Burrell, enfin il y avait un tas d'athlètes étrangers qui venaient régulièrement au meeting de la Guadeloupe. Donc toutes ces personnes-là, j'ai eu l'occasion de les côtoyer très jeune. Je me suis dit, ben, j'ai envie de progresser et de devenir comme eux, de faire des compétitions comme eux. Pour moi, c'était comme un rêve, quoi. Se confronter aux autres, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Avec Carl Lewis, on a eu un tout petit contact parce que je crois que c'était en 88, j'ai battu les deux records de France du 150 mètres et du 80 mètres. Et puis, je gagne, je crois, le 150 mètres. On lui a demandé de me remettre la récompense. J'avais tout un tas de bracelets noirs qu'on appelait des blacks à l'époque. Il me demande un bracelet que je lui donne. Et le lendemain, ils ont titré le roi Karl et la reine Christine dans le journal local. Depuis ça, on m'appelle la reine Christine. Donc, c'est quelque chose qui est resté durant toute ma carrière, cette petite anecdote du passage de Carl Lewis en Guadeloupe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast des légendes olympiques. Né aux abîmes en Guadeloupe, c'est sur les podiums du monde entier que notre légende monta progressivement avant de se hisser au firmament de l'athlétisme mondial. Championne du monde, championne et recordman d'Europe avec un record qui dure depuis déjà plus de 25 ans, médaillée de bronze olympique, 15 fois championne de France, notre légende a une carrière aussi longue que riche. Par sa foulée gracieuse et puissante, elle a rapidement et pendant longtemps conquis le cœur des amateurs d'athlétisme à travers le monde. Les fans d'athlétisme voulaient toujours la voir gagner, pas forcément parce qu'ils étaient fans de l'équipe de France, mais tout simplement pour voir son magnifique sourire illuminer son visage après ses victoires. Tour à tour auréolée d'une lueur dorée ou caressée par un éclat de bronze, sa chevelure taillée courte se parait des nuances les plus changeantes. Pourtant, au sein de cette métamorphose capillaire, une constance demeurait immuable, sa détermination, elle, ne fléchissait pas. Elle est devenue l'incarnation même de la vitesse, la quintessence de la grinta. Son meilleur temps de 10,73 est toujours parmi les 10 100 mètres les plus rapides de l'histoire. Alors accrochez vos ceintures. Notre légende aujourd'hui, c'est Christine Aron, bien entendu. Christine, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast des légendes olympiques. Une double première pour nous. Premièrement, c'est la première fois qu'on accueille une athlète. Et deuxièmement, c'est la première fois qu'on accueille une femme dans le podcast des légendes. Donc vraiment, nous sommes ravis de débuter cette double aventure avec toi, Christine. Donc installe-toi confortablement. Un petit plaid, un petit chat, un petit ours polaire à côté de toi. Tu peux le mettre sur tes genoux et on peut démarrer sur ces bases. Ok, on y va. bienvenue Christine, merci de t'être jointe à nous. Il faut de la mixité, hein, donc c'est bien d'inviter des femmes. Et puis l'athlétisme, premier sport olympique quand même, donc voilà, c'est bien aussi de mettre l'athlétisme en avant. Alors on espère qu'on va donner un maximum de faire honneur pardon, à l'athlétisme. Christine, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est venue pour toi la passion de l'athlétisme? À quel âge ça a commencé? Comment c'est venu tout ça pour toi? Avant l'athlétisme, en fait, je faisais du karaté. Je fais 2 ans de karaté. Et puis en sixième, on a fait du sprint à l'école. J'ai d'abord couru avec les filles, bien évidemment. J'ai battu toutes les filles. Et puis ensuite, les garçons ont voulu se mesurer à moi. Je les ai tous battus aussi. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis rendu compte que je courais vite, puisque mon prof d'éducation physique m'a conseillé en tout cas d'aller à l'athlé. Et puis il y avait ma meilleure amie aussi qui faisait déjà de l'athlétisme. Donc voilà, l'histoire est partie, l'aventure est partie comme ça. Mais voilà, moi j'étais une enfant qui bougeait beaucoup, hein. Je faisais pas, enfin j'étais très active en fait comme enfant. Je grimpais aux arbres, je nageais puisque j'ai grandi sur une île. Je faisais aussi un peu de foot. J'étais beaucoup entouré de garçons, hein. J'ai 2 grands frères, beaucoup de cousins, donc j'étais assez sportive et aussi masculine. Donc, plutôt attirée par les choses de garçon. Donc, voilà. Mais vraiment, la passion de l'athlétisme, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. D'accord. C'était vraiment du plaisir, le plaisir de rencontrer mes amis, de prendre le chemin de l'entraînement ensemble, de rigoler. Et puis, effectivement, moi, c'était le rendez-vous avec mes copines, quoi.
Même si, bien évidemment, j'étais déjà travailleuse, j'avais le goût de l'effort en fait. D'accord. Mais j'avais pas tout de suite en tête de devenir une championne. Enfin, tout ça, c'était loin de moi à cette époque-là. C'est venu beaucoup plus tard. C'est venu, je pense, vraiment vers mes 20 Ah ans. oui, d'accord, Quand c'est j'ai très tard. commencé à 11 ans, j'ai toujours gagné en fait, hein. C'était facile pour moi. Je veux dire, je m'entraînais 2 fois par semaine hein, quand j'étais en Guadeloupe. J'étais très appliqué dans tout ce que je faisais. Mais j'avais pas, même s'il y avait déjà en moi cette gagne et cette envie de gagner, mais cette envie de gagner se faisait naturellement. Donc, je me posais pas trop de questions, quoi. Et puis, j'étais là sans penser spécialement à être une championne aux Jeux Olympiques, tout ça. C'est venu bien plus tard. C'était plutôt donc un sport plaisir. Alors à ce moment-là, de 11 ans à 20 ans, c'était vraiment, enfin, c'était principalement pour le plaisir. Il n'y avait pas d'optique professionnelle ou autre que ça. Non, non, pas du tout, en fait. C'était pour le plaisir, mais bien évidemment, dans le plaisir, avec quand même cet esprit de compétition et de Bien gagne. sûr. Mais j'ai commencé à faire des compétitions, donc j'ai commencé en Benjamin, donc j'ai fait des compétitions en Guadeloupe, puis très rapidement, je crois que c'est la première ou la deuxième année, on a été sélectionné pour les championnats de France par équipe, donc j'avais 11 ou 12 ans, hein, c'était très tôt, donc on a gagné, on gagnait, j'ai gagné pas mal de choses dans les petites catégories, bon, ça s'est fait naturellement, quoi sans imaginer une carrière derrière, c'était pas ça. Mais en tout cas, j'avais vraiment relevé le fait que, bon, j'aimais gagner quand même. Et que si je ne gagnais pas, je me commençais à me poser des questions. Par exemple, j'ai eu quelques petites blessures très jeunes, hein. Enfin, au niveau de mes os, j'ai eu des fractures de fatigue. Tout ça, ça me prenait la tête. De ne pas pouvoir être à l'entraînement, de ne pas pouvoir faire des compétitions, ça, par contre, c'était quelque chose qui m'embêtait. Donc, ça voulait dire que quelque part, ce sport avait quand même une importance pour moi. D'accord. Et à 11 ans, est-ce que tu peux nous décrire comment tu te sens quand tu découvres un petit peu que tu as un super pouvoir? Parce que avant tes 11 ans, j'imagine que tu te rends compte que tu cours vite, tu le sais peut-être pas forcément, mais là, quelqu'un le découvre. Est-ce que ça donne une sensation particulière de dire: «Ah oui, d'accord, j'ai un truc en plus»? Ou est-ce que tu t'en rends pas encore compte à ce moment-là? Non, pas vraiment, hein. De toute façon, on se rend compte aussi surtout des choses quand on se compare aux autres. Ouais, Euh, Moi, déjà, le fait d'être meilleur que les garçons, pour moi, c'était un truc super, quoi. Je me suis dit, si je suis meilleur qu'eux, c'est que, bon, déjà, parmi les filles, voilà, j'ai une espèce voilà, d'ascendant, quoi. Donc, ouais, c'était pas super pouvoir, mais en fait, c'est toujours aussi dans le regard des autres qu'on se rend compte de ce qu'on représente ou de qui on est, quelque part. ouais, Parce que moi, je me suis jamais pris la tête sur ça. d'accord. Et quand tu découvres donc ton appétence et tes qualités, à la fois physiques mais aussi mentales pour l'athlétisme, c'est le sprint ou c'est aussi, t'étais aussi une star du cross country ou de d'autres activités. Enfin, tu vois, est-ce que c'était juste le sprint ou c'était aussi tout l'athlétisme? D'ailleurs, peut-être que tu avais une carrière de lanceuse de poids qu'on avait un peu pas découvert. Le cross, non. Non. Moi, j'ai jamais aimé courir longtemps, Ok. déjà. Les footings, tout ça, bon, on en a fait pas mal, hein. On allait courir dans les champs de canne. D'ailleurs, on faisait des petites pauses. On mangeait de la canne. Mais les crosses en eux-mêmes, je me rappelle que j'avais déjà en tête d'être derrière et d'être tranquille, de le faire, mais bon, sans m'employer plus que ça, D'accord. parce que je n'aimais pas ça. Et j'ai grandi sur une île, donc j'ai eu la chance de tout faire, quoi. Déjà, en éducation physique et sportive, on faisait de tout, hein. On a fait de la hauteur, du javelot, du disque, enfin, beaucoup d'activités. À l'époque, il n'y avait pas encore de saut à la perche, tout ça, mais je n'aurais pas essayé non plus. Euh, mais mais j'ai un peu touché à tout. Et puis, il y avait les compétitions de club. Donc là aussi, on faisait d'autres disciplines qui n'étaient pas forcément la discipline dans laquelle on était le plus spécialisé. Donc oui, je sais que j'ai fait du poids pour les interclubs, des choses comme ça. Et surtout du saut. J'ai fait du saut Oui. en longueur. Et à l'époque, c'était du triple bond. D'accord. Ça n'existait pas encore le triple saut. Donc j'étais plutôt pas mal aussi sur les sauts.
Malheureusement, c'est vrai qu'après, je sais pas, ça n'a pas continué, mais c'est un petit peu aussi un des regrets de ma carrière de ne pas avoir fait du saut en Hmm. longueur. Mais j'étais aussi doué pour ça. À longue distance, hein, on s'entend, hein, peut-être jusqu'aux 400 mètres, hein. D'accord. Mais je n'ai jamais aimé cette discipline. J'en ai fait pendant 2 ans, mais je n'ai jamais aimé cette discipline. Parce que ça demande un travail de foncier de long qui est plus important que le 100 mètres et le 200 mètres, parce qu'on en fait aussi. Mais voilà. Et côté karaté, comment tu te situes côté karaté, puisque tu étais quand même ton premier sport, ou tu as complètement abandonné le sport après? Ben, j'ai abandonné parce que j'ai commencé l'athlé. Après, le karaté, oui, c'était mon premier sport parce que mon père en a fait, mes frères en ont fait. Enfin, c'était. Donc voilà, on m'a inscrit au karaté. Je me rappelle pas qu'on m'ait demandé vraiment mon avis, hein, mais voilà, karaté. Le karaté, c'était très bien parce que, je sais pas, j'ai fait quelques compétitions, hein. C'était surtout des compétitions sur les katas, mais pas tellement de compétitions combat. J'en ai peut-être fait une. D'accord. Le karaté, c'était bien parce que c'était la discipline. C'était une discipline très technique, donc avec des mouvements justes et précis. Et ça, je me suis rendu compte après qu'en fait, que j'ai toujours apprécié ça. D'accord. Qui a fait aussi la technique, la justesse du mouvement. Et après, je me suis prise de passion aussi pour la technique de course. Moi, j'aime les choses bien faites et bah, pour moi, ben, courir, c'est de l'art. Quand on maîtrise le mouvement juste, la bonne technique et tout ça. Donc, j'ai gardé ça du karaté. Cette envie de bien, bien faire les choses. Et puis, le karaté, c'est le souvenir de mes premières courbatures quand Ah même. oui. Je me rappelle encore de mon lit. Un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ah, mon corps est douloureux. J'ai bien aimé. Et je me suis dit, ah, mais si j'ai des douleurs, c'est que j'ai bien travaillé. Et ça, j'ai toujours aimé ça. C'est peut-être un peu maso, quoi, mais ressentir qu'il y avait du changement dans mon corps, ça voulait dire que ben, j'étais en train de progresser parce que j'avais travaillé, que mon corps était en train de réagir à tout l'effort que j'avais fourni, quoi. Tu aimais te faire mal, quoi. Oui. De toute façon, ça passe par là. Je veux dire, il y a des mouvements, on fait du sport, on fait des choses, on fait un effort. Sur le coup, on n'a pas spécialement mal. Et après qu'on se rend compte qu'on a été un peu plus loin, on a travaillé. Après, dans l'entraînement, dire que j'aime me faire mal quand on fait, par exemple, on faisait des séances lactiques où vous n'en pouvez plus, vous avez presque envie de vomir, tout ça, je ne vais pas dire que j'aimais Ouais, ça. ouais, non, ce serait effectivement pathologique, ouais. On s'accoutume de ça parce que on sait qu'on est obligé de se dépasser et d'aller plus loin à chaque fois dans ses efforts pour pouvoir progresser. Donc, on doit passer par là. L'athlète qui dit qu'il n'a jamais eu senti le lactique ou il n'a jamais eu envie de vomir ou des choses comme ça, c'est qu'il ne s'est pas donné à fond, Ouais. quoi. Donc, forcément, il y a des choses en fait qui font que vous savez que vous êtes sur la bonne voie, enfin, que vous vous êtes donné à fond dans ce que vous avez fait. D'accord. Et à quel moment tu t'es plus rapide que tes frères? Parce que j'imagine ça va être un grand moment quand tu vois que tu es meilleur qu'eux. Bah, mes frères, il n'y en a qu'un seul qui a fait de l'athlétisme. Il n'a pas continué. C'est un frère avec qui j'ai 15 mois de différence. Et je pense qu'il était un peu déçu ou jaloux, ou je sais pas, du fait que moi je gagnais et que lui, il était plutôt deuxième, troisième. Les deux, peut-être. Il avait aussi des capacités, hein, mais bon, il n'a pas continué en fait. Il a juste fait une année quand on était petit, et puis après, il a abandonné. Forcément, je dois courir plus vite qu'eux parce que oui, je suis plus grande, beaucoup plus grande que mes frères. J'ai de plus grands pieds. J'ai toujours été très, très grande depuis toute petite par rapport à eux. Et puis, s'il y a un problème, hop, petite prise de karaté, et puis ça règle aussi le problème sur autrement, tu vois. C'est aussi l'avantage. Double kata, paf. Bon, à l'époque, bien évidemment, hein, moi, je me suis beaucoup battue avec mes frères, hein, c'est comme ça, enfin, entre frères Obligé, et sœurs, obligé, ouais. il y a toujours des moments où, bon, voilà, donc j'étais pas, on va dire, j'étais pas la plus forte, mais j'abandonnais jamais. Et puis, plus tard, c'est vrai que j'ai aussi, non, mais même avant, quand j'étais plus petite, je me rappelle que j'étais toujours en train d'organiser des petits combats avec des enfants quand j'étais au primaire, enfin des garçons. Attends, pardon, tu organisais des combats, c'est-à-dire que tu fais bon, voilà, toi tu vas combattre cette personne, je prends les paris. J'étais déjà dans des espèces de défis, en fait, avec eux,
probablement parce que j'ai toujours senti que j'avais quand même une force qui était pas comme celle des garçons, mais enfin, je pouvais en tout cas me mesurer à eux. Donc attends, quand tu faisais des combats, c'est des combats, toi, qui combattais des garçons. Après, oui, bien sûr, oui, mais c'était pas, enfin, on n'est pas dans des trucs Ouais, oui, oui, méchants, non, hein, c'était pas je veux du dire, MMA dans un garage, mais Mais t'es sûr, il y avait des griefs les uns contre les autres, c'était juste un peu pour s'amuser aussi, hein. c'est pas un peu inspiré de ta vie, Fight Club, où on organise comme ça des combats entre différentes personnes? Oui, non, mais ça, c'était, c'est plus tard à Paris. j'étais même pas encore au collège, hein, c'était au primaire, quoi. J'étais peut-être au CE2, CM1, dans ces classes-là, et c'était convivial, on va dire, hein. C'était pas méchant, on se tapait Faudrait pas peut-être dessus. demander aux personnes qui étaient de l'autre côté du combat pour savoir si c'était si c'était vraiment Non, mais convivial c'était pas pour eux méchant, aussi. c'était vraiment pas méchant, comme Il y a je Jack Le suis. Manchot, il y a Frédéric Le Borgne, enfin que des gars qui ont un peu subi la sanction Christine Aron, quoi. Donc à la fin, effectivement, ils sont pas tout à fait entiers, mais autrement, non, ils ont bien vécu l'expérience primaire avec Christine. Non, mais non, enfin, j'ai pas le souvenir qu'on se soit blessé ou quoi. C'était avec les mêmes garçons que je jouais aux billes. Bon, voilà, c'était bon enfant, quoi. D'accord. Quand tu fais tes compétitions, tu disais que tu faisais les championnats de France par équipe. C'est des compétitions qui se déroulent sur la métropole ou qui sont en Guadeloupe? Ça se passe où? Et est-ce que du coup, c'est ton premier voyage en métropole? Non, non, c'était vraiment les championnats de France, à part en 1997 où j'étais déjà beaucoup plus grande, on a fait les championnats de France en Martinique. Mais vous imaginez, pour tous les départements français, de prendre l'avion pour faire une compétition là-bas, c'était quand même compliqué, hein. Il faut les loger tout ce monde. C'était, je crois, le seul, hein, championnat de France qu'il y a eu en dehors de la France, à proprement dit. Mais donc, non, on partait ici de la Guadeloupe pour venir en France pour faire les championnats de France. Et c'était ma deuxième fois. D'accord. La première fois que je suis venu ici, j'avais 7 ans. Et puis après, c'était la deuxième fois. Oui, c'était la première fois puisque je ne sais plus si c'était ce championnat-là, mais je sais que j'avais fait un championnat une fois à Annecy, donc il y avait encore un peu de neige. Et c'était la première fois que je voyais la neige aussi. Ouais. Nous, on n'a pas de neige en Non, Guadeloupe, enfin. j'imagine. Pas encore, Christine, hein, bientôt 3 ans, ça. Quand les poules auront des dents, peut-être, mais on n'y est pas encore, hein. Et justement, quand tu es jeune et que tu fais ces compétitions, quand tu dois courir, le starter va démarrer dans quelques secondes ou minutes. C'est quoi ton état d'esprit quand tu es adolescente? C'est vieux, hein, ce que vous me demandez, hein. C'est l'histoire d'il y a presque 40 ans. C'était une compétition par équipe. Moi, ce que je voulais, c'est de gagner, hein. D'accord. Avec le recul, il y a une chose quand même que j'avais déjà, enfin, que je faisais déjà, mais sans me rendre compte des choses, c'est que je faisais de la visualisation. Je revoyais toujours mes courses dans ma tête avant de courir, et ça, bon, j'avais pas vu, enfin, j'avais pas eu reçu de consignes particulières, hein. Mais bon, c'était gagné, gagné pour moi, gagné pour l'équipe. C'était mon objectif, quoi. Et ça, c'était quelque chose que tu avais développé par toi-même. Tu n'avais pas eu un coach qui te disait à l'époque, visualise ta course, c'était très organique, j'imagine. Non, puisque quand on a 13, 14 ans, on n'est pas suivi par un préparateur mental ou physique ou rien du tout, quoi. On fait ça 2 fois par semaine. Je sais même pas si à l'époque je faisais des massages, mais ma mère me massait, ça je D'accord. me rappelle. Mais bon, s'il y avait un problème, j'allais chez le kiné, mais il n'y avait pas de suivi particulier, hein, à cet âge-là. C'est venu comme ça, quoi. D'accord. Est-ce que tu commences à devenir une petite star en Guadeloupe à ce moment-là? Est-ce que les gens te voient d'un œil particulier en se disant c'est une future star de l'athlétisme ou c'est juste quelque chose de très local, un peu le folklore, mais qu'il n'y a pas encore vraiment de star system, on va dire? Oui, oui, bah, j'étais connu enfin, en Guadeloupe très rapidement, hein, puisque je gagnais tout. Donc on parlait de moi, je me rappelle, aux infos sur RFO. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, ouais, effectivement. Oui, je me rappelle aussi des premières interviews radio quand on était au championnat. Bon, à l'époque, on ne sait pas trop quoi Ouais. dire. C'est c'est une nouveauté aussi pour moi à 11 ans. Comme j'étais un peu la chef d'équipe, où je me retrouvais aussi à devoir parler. Donc tout ça, c'était nouveau. Je me rappelle juste que mon premier article dans l'équipe, je devais avoir dans les 13, 14 ans. C'était à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait l'Espoir BNP.
Et je me rappelle que mon premier article dans l'équipe, c'était à ce moment-là. Mais oui, localement, tout le monde me connaissait, oui. Voilà, déjà, dans l'équipe, c'est déjà pas mal, hein, quand même. C'est À une 14 grosse ans, ouais. diffusion. Voilà, vous avez un travail de recherche à faire pour retrouver cet On va article. le trouver, on va mettre notre stagiaire sur le coup. Et du coup, est-ce que ça te donne un peu des passe droits en Guadeloupe ou est-ce que tu es tellement sérieuse, déterminée que ça te change pas plus que ça ta vie de l'époque? Non, non, ça change pas spécialement ma vie, hein. Après, je veux dire, c'est aussi un état d'esprit. C'était bien, c'était sympa, mais ça m'a jamais pris la tête, quoi. Je me suis jamais prise pour une star, tout ça, donc même après, donc donc non, ça n'a rien changé à ma vie. J'ai juste la chance aussi que quand on était en Guadeloupe, il y avait quelques étrangers on organisait le meeting de la Guadeloupe, donc j'ai eu la chance de côtoyer très rapidement, hein, les athlètes du Santa Monica Track Club dont faisait partie Carl Lewis et puis Ouais. il y avait Leroy Burrell, enfin il y avait un tas d'athlètes étrangers qui venaient régulièrement au meeting de la Guadeloupe. Sinon, il y avait aussi les athlètes français comme Bruno Marie-Rose, Daniel Sangouma aussi, qui venaient en stage en Guadeloupe. Donc, toutes ces personnes-là, j'ai eu l'occasion de les côtoyer très jeunes. Ça m'a aussi inspiré, quoi. Après, oui, je me suis dit, ben, j'ai envie de progresser et de devenir comme eux, de faire des compétitions comme eux. Pour moi, toutes ces compétitions, la compétition en elle-même, pour moi, c'était comme un rêve, quoi. Se confronter aux autres, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Quand tu vois justement, alors Carl Lewis, pour les rares auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est vraiment une légende de l'athlétisme qui gagne des tonnes de médailles aux Jeux Olympiques en 84, 88, cette confrontation mythique avec Ben Johnson. Je crois qu'il termine deuxième et évidemment Ben Johnson est disqualifié. Est-ce que du coup, tu as l'occasion de leur parler ou tu les regardes juste ou tu dis, ça peut être moi dans quelques années? Est-ce que tu es déjà à ce stade-là de ta réflexion sur la suite de ta carrière, entre guillemets? Non, je suis pas encore là-dessus, hein. Je suis juste une enfant, en fait, qui admire de grandes stars qui viennent dans ma petite île, là. Je suis à ce stade-là. D'accord. Avec Carl Lewis, on a eu un tout petit contact parce que je crois que c'était en 88, donc c'était à un moment donné où moi j'ai battu les deux records de France du 150 mètres et du 80 mètres. Et puis je gagne, je crois, le 150 mètres. On lui a demandé de me remettre la récompense. Donc à cette occasion-là, je lui remets une récompense. J'avais tout un tas de bracelets noirs qu'on appelait des blacks à l'époque. Il me demande un bracelet que je lui donne. Et donc voilà, c'est juste un petit contact qu'on a eu. Et le lendemain, ils ont titré le roi Karl et la reine Christine dans le journal local. Depuis ça, on m'appelle la reine Christine. Donc c'est quelque chose qui est resté durant toute ma carrière, cette petite anecdote du passage de Carl Lewis en Guadeloupe. D'accord. Et donc là, tu as 14-15 ans. À quel âge vraiment tu te décides d'en faire ta carrière? Et comment tu te débrouilles à l'époque pour concilier l'entraînement, qui est peut-être pas aussi... Alors, tu disais que tu t'entraînes 2 fois par semaine, et l'école. Est-ce que tu étais une bonne élève? Bon élève. Ouais, tu étais une bonne élève? J'ai fait une seconde sport-études quand je suis rentré au lycée, donc on avait un petit peu plus de sport. Je crois qu'on avait le lundi soir et puis un autre jour dans la semaine. Oui, j'arrivais à bien concilier les deux. Après, j'étais une élève moyenne, hein, je veux dire, j'étais pas non plus super élève. Enfin, j'étais une très 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 bonne élève jusqu'au primaire. Après, ça a changé, je ne sais pas pourquoi. La Euh, bagarre, le fight, ça a dû avoir des conséquences neurologiques. Non, non, mais quand je suis passée au collège, c'était fini ça. C'était avec les petits. Et puis, je continue mes années. Bon, il y a eu de petites blessures. Bon, on n'a pas parlé, c'est vrai, de... Il y avait les championnats de France, mais pour moi, il y avait un championnat qui était plus important, c'est le championnat de la Caraïbe. Oui. Alors, dans la Caraïbe, on rencontre les Jamaïcains, les Bahaméens, les Trinidadiens, enfin, vous Ouais. Des voyez, gros toutes sprinteurs. la tête des îles qui sont beaucoup plus forts que quand on va au championnat de France. Mhm. Donc, c'est un championnat pour moi qui était super intéressant, hein, puisque là, c'était une autre confrontation. J'ai eu la chance d'être championne de la Caraïbe, je crois, en 1992, où d'ailleurs j'ai eu des demandes des universités américaines à ce moment-là pour que je vienne là-bas, mais bon, j'étais trop jeune, j'étais pas prête, donc je suis partie, moi, en métropole, voilà, quand j'ai eu 19 ans.
Bon, je me sentais un peu trop envahi par l'entraîneur que j'avais. Je ne voyais pas avec qui je pouvais m'entraîner. Donc, je suis parti. Je suis parti pour ça. Bon, c'est vrai que c'était très violent hein, de quitter mon île, hein. Mhm. Ouais. Et bah, le climat, la nourriture, le cadre, puisque je suis arrivé à l'INSEP, partager une chambre avec deux autres filles, tout ça, c'était difficile pour Mhm. moi, quoi, parce que moi, j'avais beaucoup d'espace et j'étais tranquille chez moi. J'avais un rythme qui n'était pas celui des petites fourmis qui courent le matin pour aller travailler. Mhm. Donc tout ça, c'était un vrai choc. J'ai pris quand même 5 années avant de m'habituer à tout ça. Ah Cinq oui, quand années, ah même. oui. Oui, parce je me suis entraîné avec un premier groupe. Je devais aller chez Jacques Piacenta, puis j'ai rencontré Daniel Sangouma qui m'a dit oui, viens dans notre groupe, c'est mieux. Enfin bref, mais dans ce premier groupe, je ne m'y suis pas retrouvé du tout parce que tout le monde faisait la même chose, quelle D'accord. que soit la catégorie. Donc j'étais un peu fondu dans la masse, j'étais perdu, difficulté d'adaptation par rapport à ça. J'avais l'impression qu'on ne s'occupait pas vraiment de moi, donc. Donc tu pars de Guadeloupe parce tu considères qu'on s'occupe pas bien de toi et tu arrives en métropole et C'est pas qu'on s'occupait pas de moi en Guadeloupe. J'ai dit que j'avais un entraîneur qui était trop intrusif Ah, ok. Ouais. et que je ne supportais plus ça. Donc, je suis parti. Ouais. Non, je trouvais qu'il Ah m'étouffait, ouais, il n'était pas à sa place. Donc, moi, je suis parti pour ça. d'accord. C'était une relation toxique avec ton entraîneur à ce moment-là pour toi? Ouais, 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 totalement. Je me sentais harcelé, espionné, tout. Donc, je me suis dit non, 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 là, je m'en vais. Je voulais pas aller vers quelqu'un d'autre pour ne pas faire d'histoire. Enfin bon, mais Donc c'était l'exil. j'ai toujours dit que je suis parti pour changer d'air, mais c'est parce que je supportais plus mon entraîneur, donc je suis parti. Et tu ne voyais pas d'autre solution en Guadeloupe, donc c'était l'exil, le seul moyen. Voilà. Ouais. Quand tu prends cette décision, qui est, comme tu dis, une solution enfin, assez brutale, comment ta famille le prend? Ouais, enfin, je me rappelle même pas de leur réaction, mais ils n'y ont pas vu spécialement d'inconvénient. Bon, c'était mon choix. Moi, je voulais partir pour progresser, pour m'entraîner mieux. Donc voilà. D'accord, Mais c'était quand même difficile derrière. j'imagine. Et alors, juste pour revenir sur le championnat de la Caraïbe, quand tu te mesures à d'autres athlètes d'autres pays, et surtout des grandes nations du sprint, est-ce que du coup tu prends conscience encore plus de ta valeur? Avant le meeting, est-ce que tu dis, attends, ils vont nous exploser? Ou est-ce qu'au contraire, tu es sûr de ta valeur? Déjà, tu as cette confiance en toi où tu as encore peur de personne? Là, ça devient quand même plus. Bon, déjà, mes concurrentes en Guadeloupe, c'est vrai que je gagnais souvent, mais il m'est arrivé de faire deuxième, hein. Bon, après, je n'étais pas 5 mètres devant non plus, hein. Ouais, Mais, mais à chaque course, il y avait toujours. Enfin, moi, en tout cas, je me mettais toujours la pression et voilà, il fallait que je gagne. Après, quand je suis arrivé au Carifta Games, j'avais eu quelques petits problèmes là, à ma cheville, donc j'ai pas gagné. Les catégories, c'était moins de 17 ans et moins de 20 ans. D'accord, Donc, je me rappelle avoir fait peut-être troisième chez les moins de 17 ans. Et après, j'ai gagné en 92, je sais que j'ai gagné. Mais je sentais que le niveau n'était pas le même de d'accord, toute façon. Après, bon, la confiance, elle était là, hein. Moi, j'ai toujours eu en tête que la confiance en soi vient du fait de son travail, déjà d'accord. vous avez bien travaillé, et puis que bon, vous regardez les chronos par rapport à votre catégorie, on peut avoir une petite idée. On se dit que bon, là, on est dans la course, et là, c'est après la tête qui joue aussi, on y va, quoi. Mais quelque chose qui m'avait marqué, je crois plus que mes victoires au championnat de France, c'est quand j'étais championne de la Caraïbe. Mais ça, c'est culturel aussi. Hmm. Je veux dire, on a été faire un tour au marché, par exemple, et je me suis rendu compte que toutes les personnes qui étaient au marché me connaissaient. Ah oui, plus qu'en France, quoi. Vraiment cette culture où ils étaient là, regarder la clé, c'était le truc quand même local. Et c'est comme en Jamaïque aussi, quoi. Les gens, ils connaissent la clé. C'est comme aussi en Europe, hein. Vous allez en Allemagne, vous voyez que les Allemands, ils connaissent la clé, ils suivent la clé. Les Suisses aussi, il y a des publics aussi pour la clé. Et donc, j'ai plus pris conscience, en fait, quand j'ai gagné ce titre de championne de la Caraïbe, que ça commençait à devenir intéressant pour moi. Hmm. Et si tu n'avais pas été sportif de haut niveau, là, quand tu as 19 ans, tu aurais fait quoi comme métier? J'ai aucune idée parce que ben, pendant très longtemps, j'ai jamais su ce que je voulais faire. D'accord.
Jusqu'à jusqu'à il y a pas longtemps là, Ça, hein. hier. Là, maintenant, je suis boulangère. Je suis toujours boulanger. Là, hier, j'ai commencé un job de boulangère, mais autrement, je savais pas. Non, mais c'est vrai, par exemple, bon, j'ai passé un tas de diplômes, j'ai fait différentes formations, j'ai eu différentes expériences parce que je savais pas vraiment. Après, je me suis dit, bon, ben, par exemple, quand je suis arrivé à l'INSEP, je me suis inscrite en DocStaps. J'ai arrêté parce que il y avait beaucoup de disciplines, il y T'as avait assez beaucoup de peur. sport. Ouais. Mais en plus de ça, je suis passé la première année donc de 2 entraînements à quasiment, ouais, un entraînement tous les jours, Hmm. même 2 fois par jour. Ah, C'est-à-dire qu'on avait entraînement le matin à 11 heures. Donc après les cours, hein, les cours c'était de 8 heures à 11 heures. On allait à l'entraînement, on retournait en cours à 14 heures et de 14 heures à 16h30, 17 heures, on retournait à l'entraînement. Hmm. Donc j'ai explosé, quoi. J'ai explosé. Ouais. J'avais les entraînements qui étaient multipliés bah, par je sais pas combien, plus le sport que je faisais en STAPS, c'était pas possible. ouais. Bien sûr. J'ai arrêté le STAPS et après, bah, qu'est-ce que je fais en fait? Je savais pas quoi faire. J'ai pris un BTS en fait où il y avait un petit peu de tout. J'ai pris un BTS de communication, il y a du marketing. Je me suis dit, bon, bah, il y a un peu de tout, ça peut toujours servir. J'ai pris un peu de temps pour l'obtenir parce que bon, j'étais dans ma carrière, mais voilà. Et puis après, on m'a proposé un DU de droit du sport un peu plus tard, donc j'ai fait ça. Après, vous voyez, j'ai passé un BE d'athlé. Ensuite, au cours de ma carrière, j'ai eu un premier enfant, puis un deuxième. Donc, je me suis intéressé à la maternité, Hmm. le retour de grossesse chez un sportif de haut niveau. Ouais. Donc, vous voyez, j'ai fait des choses au fur et à mesure comme ça, sans trop savoir ce que je voulais faire réellement. J'ai fait aussi un peu de coaching. Ça, ce sont des choses que j'aime, hein. Le coaching, ça c'est sûr. Après, le droit du sport, c'est utile, mais c'est sûr que ça aurait été compliqué pour moi de continuer. C'est vraiment une voie particulière. Alors, petite question, Christine, sur ton coaching. Récemment, j'ai une de mes connaissances qui s'est cassé la jambe. Quelqu'un de très proche de moi qui s'est cassé la La jambe suite au... connaissance est sur ce podcast et ce n'est pas moi. Donc, juste pour te donner des indices. Donc, une connaissance très proche qui s'est cassé la jambe sur un malentendu il y a à peu près 5 mois. Suite à ça, malheureusement, cette connaissance a pris un peu de poids à cause d'un manque de sport. Si cette connaissance avait besoin d'un coach, est-ce que toi, tu serais une bonne coach de remise en forme pour cette connaissance, encore une fois, qui a pris 5, 10 kilos de trop depuis 5 ou 6 mois? Est-ce que tu serais un bon coach sportif pour Et je cette vais juste connaissance? rajouter, sachant que la connaissance en question ne veut pas abandonner les fraises Tagada, ce qui rend la tâche un peu plus difficile. Oui, oui, je serais une bonne coach. Oui, je pense avoir toutes les compétences pour aider cette personne. En plus, là, donc, je vous disais que j'ai passé des diplômes Ouais. de coaching sportif, mais là, donc, un peu avant mes 50 ans, là, il y a beaucoup de questions qui se bousculent dans la tête, j'imagine, de tous ceux qui arrivent à la cinquantaine et qui font un point Ouais. sur leur vie. Donc, je me suis dit, ben là, je pense qu'il est temps que je fasse vraiment ce que j'ai envie de faire parce que j'ai toujours saisi des opportunités, mais qui n'étaient pas forcément, même si c'était intéressant, mais qui n'étaient pas forcément ce que moi je voulais faire. Non. Et donc là, je me suis inscrite en naturopathie. Donc, depuis décembre 2022, donc je suis en naturopathie. Et donc, cette personne en question, Oui. l'activité physique, c'est très important. Pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes, hein, dans la vie avant tout. Donc, c'est l'activité physique et bien manger. Ah, ouais. Manger, bah oui, parce que c'est ça qui nourrit vos cellules. Donc, forcément, On va l'appeler, la la première connaissance, on va l'appeler le gros, juste pour que ce soit plus facile. Plus facile. Donc, il y a des gens qui font du sport pour Oui. manger. Parce qu'ils se disent, bon, allez, C'est moi. je vais faire du sport, je vais dépenser, comme ça je pourrai manger. Mm. On peut voir ça comme ça. Il y en a d'autres qui mangent normalement et qui veulent faire du sport pour s'entretenir, etc. Mais il y en a qui essaient de maintenir la balance Mm. par rapport à ceux qui mangent en se disant, bon, je vais éliminer parce que je mange. Mm. Trop ou pas bien. Mhm. Mais de toute façon, avant même de faire une activité physique, pour moi, hein, Oui. quand on a repris du poids, il faut changer son alimentation. D'accord. Parce que déjà, quand on va faire une activité physique et qu'on est en surpoids, Oui.
On n'a pas beaucoup de possibilités dans l'activité physique. On reprend soit par de la Oui, marche, tranquille, de la marche nordique, du vélo, c'est-à-dire tous les sports portés, parce que forcément, les genoux, ils vont prendre un coup, hein. oui. Donc, voilà, c'est faire une activité où on ne met pas en contrainte les articulations. Mais une chose est sûre, il faut commencer par l'alimentation. Alors, Guillaume est c'est déçu, quoi hein. les Guillaume, il tarifs? s'attendait à un programme. Bon, écoute, le premier jour, un paquet de fraises Sagada d'en regard devant la télé. Le deuxième jour, tu baisses un peu la consommation de bananes Haribo et tu te lèves de ton bureau 2 ou 3 fois par jour. Je crois que notre connaissance est un petit peu déçu des recommandations. Il faut se dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de miracle hein, à chaque fois. Enfin, ceux qui vous vendent des choses miracles, ça n'existe pas. D'accord. Bon, et c'est quoi les tarifs de la reine Christine en naturopathe pour sur cette connaissance, par exemple, qui aurait besoin d'un petit coaching? C'est quoi les Non, tarifs? mais j'ai pas commencé Ah encore. bon, Hein. d'accord, C'est tout frais. Et en plus, c'est normalement le parcours, c'est 2 ans. d'accord, Mais ça, c'est 2 ans quand on est étudiant à plein temps. d'accord. Moi, je suis pas Ouais. étudiante à plein temps. Hein. Donc, Bon, en tout cas, cette connaissance, Christine est d'accord pour être le pilote pour être ton pilote. Si tu as besoin de remettre en forme dans le cadre d'une pratique gratuite, puisqu'il n'a pas beaucoup d'argent, en plus, cette personne a fort un bon point. rien n'est gratuit de nos jours. Oui, Mais, écoute Guillaume, tu diras au gros que non, si tu veux quelque chose, hein, si tu veux des conseils de qualité, ça se paye, hein. Qu'est-ce que c'est que cette d'accord. attitude? Ah, mais c'est parce que c'est une étudiante à qui cette personne s'adresse. Christine, elle est encore étudiante, donc si elle a besoin, dans le cadre de son stage, de suivre quelqu'un qu'on vient de décrire, gros mental, mais effectivement, il part de très bas. Bon, bah voilà, il est dispo, pardon. Non, mais après, on peut pas faire les choses de manière brutale. Et puis, surtout, il faut pas culpabiliser des choses. Moi aussi, je pense qu'il Il faut, faut le culpabiliser un peu, hein. Je connais cette connaissance. c'est c'est pas l'objectif. Je pense que quand on n'est pas prêt pour faire certaines choses, on n'est pas Ah, très prêt. bien. Il faut être prêt. On peut pas forcer à faire les choses parce que de toute façon, on va revenir en arrière, on va faire pire derrière. Donc, il faut être prêt à changer un peu, enfin, entre guillemets, son mode de vie sur certaines choses. Déjà commencer, par exemple, par lutter contre la sédentarité, ça c'est la base, hein, avant de faire une activité physique. De temps en temps, au bout d'une heure, on se lève, on marche un peu, on bouge, on s'étire, on fait quelques exercices. Ça, c'est la base, quoi. Plutôt que de rester assis pendant 4 heures sans bouger. En plus, bouger, ça fait fonctionner les neurones et on est beaucoup plus productif. Par exemple, prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, c'est des trucs aussi à faire. L'escalier plutôt que les escalators aussi. Et je prendrai les conseils, je lui écrirai un petit courriel pour qu'il prenne en compte ça. Et le fait qu'il est tout à fait, que Christine est tout à fait d'accord pour le remettre en forme selon un tarif de stagiaire. Ça marche. Merci beaucoup. Ok. Donc, c'est quand même intéressant que la reine de l'athlétisme, quand même, est un peu comme nous. C'est-à-dire que toi aussi, à l'approche de la cinquantaine, tu te poses un peu les mêmes questions que tout le monde. Alors que tu as quand même une carrière hyper accomplie, en tout cas sur les pistes, et que tu te poses les mêmes questions en disant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant. C'est intéressant pour nous, le commun des mortels. Je me suis toujours posé la question hein, depuis toute petite. Quand, vous savez, quand on vous dit, et enfin, on est dans des classes où on doit trouver ou choisir une orientation, je sais pas, moi, je savais pas. En fait, j'étais pas prête. Et puis, le fait justement d'avoir eu cette carrière, moi, c'est ça que je faisais. Ouais. Donc, ma tête, et c'est sûr, c'est Hmm. pas sur autre chose. Et c'est vrai qu'il y a des athlètes qui sont, bon, eux, qui ont plusieurs passions en même temps, qui font plein de trucs. Et pour eux, c'est une évidence, en fait, que lorsqu'ils vont arrêter leur carrière, ils ont déjà choisi et ils ont déjà en tête ce qu'ils vont faire. Vous voyez? Hmm. C'est, il y en a comme ça. Mais moi, je n'ai jamais vraiment su. Après, c'est vrai qu'à une époque, j'ai bien compris que, ben, oui, le sport, ça me plaît. Transmettre, ça me plaît. Au fur et à mesure de ma carrière, je me suis rendu compte de l'importance de la diététique ben, dans la récupération et tout Alors, ça. juste pour Guillaume, la diététique, c'est l'art de l'alimentation, de s'alimenter de manière saine, hein. Je crois que tu n'en as jamais entendu parler, Guillaume, mais juste voilà,
dont jamais entendu parler, Méthode. surtout jamais mis en pratique. C'est quand même étonnant parce que tu vois, tu peux ne pas connaître le mot, mais tu le fais sans le savoir. Mais en plus, je l'ai jamais mis en pratique ces trucs-là. Ça, c'est intéressant. Je note comme étant une activité. Donc moi, voulant trouver justement une façon de mieux récupérer, de mieux m'entraîner et d'être voilà, opérationnel dans ce que je faisais. Donc j'ai fait des rencontres au fur et à mesure, je me suis intéressé aux plantes, à l'alimentation et tout ça. Donc ça, je me suis rendu compte quand même au fil du temps que ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. D'accord. Et à un moment donné, je me suis dit, oh, j'ai fait un BTS zététique et puis on m'a dit 2 ans, ouais, j'ai trouvé que c'était trop long. Mais bon, pas tant que ça, hein, mais je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était trop long. Donc c'est parce Maintenant, que tu fais j'étais. des études de naturopathie qui prennent 2 ans. Donc, il y a vraiment une cohérence totale entre les deux moments. Ouais, et c'est peut-être même beaucoup plus compliqué Oui, que le BTS zététique, hein, mais c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que des fois, à des stades de notre vie, on n'est pas prêt pour oui. certaines choses. Donc, il faut laisser mûrir les choses, infuser, et puis voilà. C'est tombé comme ça, là. Je me suis dit, là, vraiment, bon, si tu le fais pas maintenant, tu vas le faire quand, en fait? Et puis, comme j'ai comme projet de rentrer en Guadeloupe, je me suis dit, bon, il faut que ça se fasse avant que je parte. Donc voilà, c'est peut-être pas le bon moment, hein, parce que c'est vrai que je galère là à concilier mon travail, ma mission d'élu à la mairie de Champigny, m'occuper de ma fille, de toutes les activités. Enfin bon, je suis débordé, hein. Plus le rapport de stage que tu dois faire sur notre connaissance, enfin, ça va te rajouter beaucoup de boulot. Ah ouais, c'est clair que Il est très motivé, hein. Il est vraiment très motivé. c'est toujours très tendu quoi pour moi. D'accord. Mais il fallait que je me lance parce qu'il n'y a jamais des fois de bons moments pour faire les choses. Mais là, en tout cas, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et je suis très satisfaite de faire ça, quoi. C'est difficile, mais Enrichissant. ça m'apporte beaucoup, ça m'enrichit, c'est intéressant. Et je me dis, ouais, c'est ce que je veux faire. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu à tes premières amours. Donc, l'athlétisme, tu arrives en métropole, tu mets 5 ans un petit peu à t'adapter. Quand tu arrives à l'INSEP, tu partages ta chambre avec qui? Il y avait une Guyanaise qui faisait du sprint aussi. Et puis une autre fille, mais je ne me rappelle pas. D'accord. Et tu disais que tu apprends, que c'est vraiment à 20 ans que tu apprends à courir. J'avais lu ça quelque part. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire pour nous, néophytes? En fait, donc je suis arrivée à 19 ans, je fais une année dans un premier groupe et après, donc je change de groupe. Je vais m'entraîner avec Jacques Piacenta. Et là, donc, bon, là, c'est vrai que c'était le stress total, hein, vraiment. Et donc, tous les dimanches, on fait des longues distances. Mais avant ça, on fait une séance de gymnastique, quoi, de gym, de gainage, de ce que vous voulez. Et donc, on fait des équilibres parce que mon ancien coach était un perchiste. Oui. Donc, les perchistes font beaucoup de gym, quoi. Ouais. Donc, on fait des équilibres, on fait différents trucs. Et puis, bon, jeune que je suis, j'ai pas encore fait le lien entre les différents exercices que je fais et la course et pourquoi c'est bon, etc. Et là, je commence à me poser tout un tas de questions. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et donc, en comprenant, en me posant toutes ces questions, c'est là que je comprends l'utilité de ce que je fais à l'entraînement. Parce que quand vous faites quelque chose, bon, il y a des gens qui font, entre guillemets, je ne dirais pas bêtement des trucs, hein, mais Mais mécaniquement, ils font mécaniquement. ils font parce qu'on leur dit que bon, bah, c'est bon, tu fais ça, ça t'aura de super abdos, tu fais ça, tu auras de beaux fessiers, tu fais ça. Bon. Mais concrètement, moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi je faisais ça. Et en comprenant l'intérêt de chaque exercice, en fait, j'ai compris à quoi ça servait et ça a donné beaucoup plus de sens à ma pratique et à ce pourquoi je le faisais. D'accord. Et ben de là, ça a fait pouf dans ma tête comme un petit feu d'artifice et là, je me suis dit, ben, je vais faire chaque truc super bien. Chaque chose que je vais faire à l'entraînement, je vais le faire super bien parce que ben, ça va me faire progresser. C'est ça qui va faire que je vais être meilleur que les autres. Et c'est depuis là, en fait, que je me suis prise de passion pour les gammes de courses que je faisais déjà depuis des années, hein. Tous les exercices qu'on pouvait faire à l'entraînement, justement, pour apprendre à courir.
Je suis devenu encore plus appliqué, je veux dire, que je ne l'étais avant. D'accord. Là, pour moi, j'étais en train de commencer à travailler sérieusement. Et est-ce que tu as conscience que tu as des points faibles ou est-ce que c'est vraiment là plus de la perfection, du perfectionnement de tes points forts? Comment tu te vois comme athlète à ce moment-là? Là, pour moi, je ne savais pas courir. D'accord. Tu courais juste vite, quoi, mais tu avais Quand je pas. dis que je ne savais pas courir, c'est que je ne maîtrisais pas le cycle antérieur. Je courais comme tous les enfants en me bottant les fesses, quoi. Vous Ouais. voyez, on tient pas son Mm. bassin, les jambes font un cycle qui font comme ça au lieu d'être devant. Le cycle antérieur, c'est le cycle du cheval. Le cheval, il court en cycle antérieur, avec les jambes devant, avec le bassin placé, et pas les jambes qui vont vers l'arrière. Ben, vous n'avez qu'à regarder. Maintenant, vous allez regarder attentivement les gens quand ils Ouais. courent, mais bon, vite. Il faut courir un peu vite quand même pour revoir ce genre de détails. Et donc, non, je ne courais pas bien. Enfin, mon entraîneur disait, oui, tu es en cycle arrière, tu es en cycle arrière. On entend ça souvent hein, pour certains athlètes. Et donc, mon défi, donc, c'était de maîtriser ce fameux cycle antérieur, déjà pour éviter les blessures, hein, parce que quand on court vite et qu'on court en cycle postérieur, on a beaucoup de chances on a des chances de se blesser. Ouais. Bon, je vais boire un petit peu d'eau. Dis à Guillaume que l'hydratation, c'était important, c'est pour qu'il apprenne un peu. Enfin, pour que sa connaissance, pardon, apprenne. Peut-être qu'il peut lui transmettre. Ah oui, notre corps est fait à plus de 80% d'eau, donc oui, on a besoin de boire pour éliminer, enfin bon, et s'hydrater. Ma connaissance était plutôt sur 80% gras. C'est pas possible, ça, c'est pas Et ne possible. bois que de l'oasis, C'est hein. une exception. C'est Hein, c'est vraiment- jamais d'eau. Ouais, Ah, donc, ça décape, ça. Et puis donc, j'ai pris en fait une Olympiade pour apprendre à courir parfaitement. D'accord. Ça prend du temps parce que les gammes qu'on fait à l'entraînement, les gammes de course, ce sont des choses qu'on répète à chaque entraînement puisque ça fait partie en fait de l'échauffement, mais ça permet aussi de se perfectionner dans la course, quoi, et de muscler ben, les muscles utiles à la course plus spécifiquement. D'accord. Et donc voilà, une fois que j'avais compris tout ça, ben, ça m'a permis voilà, d'être championne d'Europe, par exemple. Alors, est-ce que tu peux nous raconter tes premières courses gagnées en Europe, sur la métropole, tout ça? Et quelles sont les émotions intérieures? Toi qui viens de Guadeloupe, tu n'étais peut-être pas forcément destiné à faire de l'athlétisme. À quel moment, est-ce que là, à ce moment-là, déjà, tu dis, ça y est, c'est ma carrière, je vais faire ça les 10, 15 prochaines années, ou est-ce que tu vois encore toujours au jour le jour? Donc j'étais avec Jacques Piacentin en 93, hein, et ma première compétition, une de mes premières compétitions en salle, je me blesse. Et là, le long calvaire commence. Quand je dis que j'ai pris 5 ans à m'adapter, c'est 5 ans aussi à sortir, à réussir à faire mon premier championnat du monde. Ouais, Mon premier championnat du monde, c'était en 97. ouais. Séville, hein, c'est ça? Donc j'ai eu un long parcours horrible de blessures, de passage sur 400 mètres pendant 2 ans, de lutte avec mon entraîneur parce que dans sa tête, j'étais une bonne coureuse de 400, enfin, que j'avais un avenir sur 400 mètres. Un entraîneur qui n'écoutait absolument pas les médecins pour la reprise. C'est Piacenza toujours? Oui, 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 je suis resté 7 ans avec lui. Du coup, je me blesse cette première fois, alors que bon, je m'étais quasiment pas blessé, hein, bon, une fois peut-être. Donc je me blesse. Il me fait reprendre trop tôt, je me reblesse, au moins 4 fois d'affilée, C'était je quoi suis comme pas sûr blessure, encore. Christine? C'était aux ischios. D'accord. Ben, vous voyez, comme Ouais. je ne cours pas super bien à l'époque, les ischios, ben, ils ont pris coup. Et puis après, comme je me suis blessé à répétition parce que les délais de guérison n'étaient pas respectés, ben voilà, j'ai été fragilisé. Donc au final, il m'a mis sur 400 mètres. Contre mon gré, mais je me suis dit, bon, ben, vu que mon ischio est fragilisé, que ça pète à chaque fois, ben, je vais faire ça. Pendant 2 ans, j'ai fait du 400 mètres, mais vraiment, Pas de plaisir. c'était pas une partie de plaisir, quoi. C'était encore, bon, bah, tu prends ton mal en patience, là, tu fais ça parce que tu veux faire du sprint derrière. Et puis, ben, je me suis refait une santé pendant 2 ans, et puis je me suis battu pour refaire un 200 mètres, je me rappelle. Et ce jour-là, je crois que j'ai battu le record de France de 200 mètres. Pérec. Donc, j'ai gagné le droit de faire du 200 mètres. Et donc, ben, c'était une première petite victoire. Je fais du 200 mètres et puis
Ça se passe plutôt pas mal. J'ai dû rebattre le record encore. Et puis en 97, parce que bon, j'ai dû faire quelques Coupes d'Europe, tout ça, sur 200 mètres en salle. Bon, ça se passait bien. Et puis après, j'ai fait les championnats des Jeux méditerranéens. Et là, je claque la deuxième meilleure performance mondiale sur 200 mètres. À Bari, hein, c'est ça? Et puis, il y a les championnats de France en Martinique où je gagne avec un super temps. Mais problème de récupération, j'ai un malaise à l'arrivée. On était à un mois des championnats du monde. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de revenir sur 100 mètres parce que j'avais des problèmes de récupération sur 200 mètres. Donc, je fais mes premiers championnats du monde en août 97 où je termine quatrième à 2 petits centièmes de la troisième. Donc, tu as mis à peu près, t'as mis 4-5 ans pour revenir sur du 100 mètres, en fait. Tu as eu vraiment une période longue et tu l'as vraiment fait au Ouais, forceps pour prouver que tu étais une sprinteuse, quoi. voilà, c'est ça. Mais alors, tu pars d'une relation que tu disais toi-même qui était, enfin, que Guillaume qualifiait toxique, mais tu avais l'air d'être d'accord avec ça, d'un entraîneur intrusif. Et là, tu vas vers un entraîneur qui, au contraire, doute un peu de tes forces, j'ai l'impression, de ce que toi, tu sais être tes points forts. Et t'as l'impression que l'histoire se répète un peu à ce moment-là, ou est-ce que tu es encore tellement dans ton... Mon premier entraîneur ne doutait pas de mes capacités. Ouais, c'est C'est ça. Non. autre chose. Non, mais je veux dire, t'as des relations avec tes entraîneurs qui n'ont pas l'air... en tout cas, tu fuis un peu, entre guillemets, ton entraîneur de Guadeloupe. Mon deuxième entraîneur, lui, c'était vraiment c'était très compliqué. Bon, je ne vais Ouais. pas vous décrire le personnage, mais c'était très militaire, très je me rappelle la première fois où je suis arrivé en retard, j'avais tellement peur de ce qu'il allait me dire que je suis reparti chez moi, Ouais. quoi. Il fallait l'appeler à chaque compétition. Ceux qui l'appelaient pas, je dis, après la compétition, parce que des fois, on avait tellement peur d'appeler par rapport aux résultats, ben, il nous balançait un petit 50 centimes à l'entraînement d'après en nous disant, ben, voilà pour m'appeler, pour me téléphoner, quoi. Ouais. Donc, C'était un très, grand très psychologue, quelqu'un qui est dur. vraiment un C'était gros pas trop dans psychologue. la... Ouais, c'était pas trop dans la bienveillance, ouais. Ça m'a fait gagner, c'était vraiment très, très difficile, hein, mais j'ai gagné beaucoup parce que j'ai un mental quand même, Hmm. moi je trouve exceptionnel hein, sur certaines choses. Il m'a souvent dévalorisé, Ouais. me disant, ouais, telle fille, ce sera la meilleure sprinteuse dans 2 ans, celle-là, tu lui arrives pas à la cheville, enfin, tout ce qu'il fallait pour me rabaisser et ne m'empêcher d'avancer. Mais moi, j'ai pris tout ça hein, pendant des années, j'ai accumulé tout ça et je m'en suis servi justement comme motivation pour lui montrer ce que je valais. Cet entraîneur-là n'a clairement jamais cru en moi. Ah, tu penses que Et c'était pas juste justement, une stratégie pour te piquer, pour piquer ton orgueil et pour te pousser à être meilleur? C'était plus... Il le pensait réellement, non? Je sais pas, peut-être qu'il le pensait réellement, celui d'avant non plus, hein. J'avais été bonne petite, mais bon, je pense pas qu'ils avaient vraiment conscience de mes hmm, qualités. Ouais. Mais j'avais des qualités, mais j'avais surtout aussi une tête qui, je pense, m'a permis d'aller là où je suis allé. Et en tout cas, moi, j'ai transformé toutes ces choses négatives. Après, je peux pas vous dire comment, mais ça fait peut-être partie de ce qu'on appelle la confiance en Bien soi. hmm. sûr. Justement, même si je n'avais pas encore pu prouver, mais je savais au fond de moi que j'avais les capacités en tout cas d'être une grande championne. Donc, j'ai pris tout ça. La route a été longue, il y a eu des blessures après, enfin, mais j'ai jamais lâché l'affaire. Et c'est sûr qu'il l'a dit lui-même, il a été le premier surpris quand il a vu Ouais. afficher les 10,73. Même avant, hein, puisque avant les 10,73, ces championnats d'Europe, ben, il y a eu la première année en 97, où j'ai couru en 11,03. Puis l'année d'après, c'était carrément le déclic. Et là, j'ai couru 11 fois sous les 11 secondes. Donc, je pense que là, il a été surpris de ma force et de ma ténacité. Il voyait bien que je m'entraînais 2 fois plus que les autres. Enfin, je faisais les choses bien plus que les autres et que je voulais réussir. Mais il m'a fallu galérer pendant des années avant qu'il me laisse tranquille. Ouais. Hmm. Écoute, sur le podcast, on a eu beaucoup de sportifs, mais cette fois des footballeurs, et qui évoquaient justement leurs entraîneurs. Et c'est vrai que dans certains cas,
on avait dans les années 90 jusqu'à dans les années 2000, il y avait quand même des entraîneurs, que ce soit dans le foot et là ce que tu décris dans l'athlétisme, hyper old school, dans la façon de gérer psychologiquement les athlètes et de leur donner de la confiance, quoi. Et c'est étonnant à quel point, quand on revient avec des athlètes, donc là c'était plutôt des footballeurs, eux aussi, quand ils se remémorent les souvenirs avec nous, ils se rendent compte à quel point c'était complètement dingue et complètement à l'encontre de tous les systèmes éducatifs prescrits maintenant pour mettre au contraire les gens dans les meilleures conditions pour réussir, quoi. Oui, mais après, un entraîneur peut être dur dans voilà, son travail, ce qu'il fait, mais il y a des comportements Bien aussi sûr, à côté qui dénotent que la personne a un problème. C'est même pas, je veux dire, le travail est dur. bien sûr, Moi, le travail, ça m'a jamais fait peur, en fait. Ça, c'est pas un souci qu'un entraîneur soit dur, que les séances soient dures. Enfin, on est là pour ça, quoi. Mais qu'on dénote dans son comportement ou sa façon de parler, de s'adresser, oui, on n'est pas des animaux, quoi. ouais, Donc, je veux dire, on peut être dur et juste aussi. bien sûr, Moi, je déplore quand même ce type de méthode. bien sûr, Dire, moi, j'ai réussi parce que j'ai ma tête à moi exactement, et je savais ce que je devais faire. Mais combien d'athlètes, en exactement. fait, ont été, Ouais, c'est je veux dire, cassés par ce genre de choses? Je les ai vus, en fait. Ils étaient cassés. Hmm, Parce que même si pour faire du sport de haut niveau, on a besoin d'être combatif, tout ce que vous voulez, mais on n'est pas là non plus pour nous casser, bien quoi. sûr. Et quand on rentre là-dedans, pour moi, c'est pas de l'entraînement, c'est même pas, on est dans un traitement inhumain, ouais, Hmm, tout c'est de la simplement. torture psychologique. Ouais, la torture psychologique, c'est pas, voilà, derrière ça, j'ai mis quand même si j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'ai pris quand même des années avant d'évacuer toute cette pression que j'ai eue pendant longtemps, quoi. Donc, les trucs old school, c'est pour moi, ce sont des gens qui ont des problèmes à régler, hmm, très clairement. Les entraîneurs qui se comportent comme ça, c'est que, bon, soit ils ont des problèmes dus à leur enfance, des problèmes dans leur vie, enfin, des trucs qu'eux doivent régler, mais ne doivent pas les répercuter sur les athlètes qu'ils entraînent. hmm. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, pour rejoindre ce que dit Guillaume, c'est un des points qui nous intéresse le plus sur le podcast, c'est l'évolution de l'entraînement et de l'encadrement et cette espèce de, voilà, de traitement psychologique. Comme tu dis, on a eu Joël Batz récemment, l'ancien gardien du PSG de l'équipe de France, qui racontait comme un entraîneur, parce que je crois sur une session, Joël Batz voulait pas plonger sur le terrain gelé et se faire des infections sur les genoux. L'entraîneur qui lui dit: «Tu me fais pitié», avec vraiment d'un air dédaigneux comme ça, brutal quoi. Et il y a plein d'exemples comme ça, Coco Sciudo à Nantes et cetera. Et la question qu'on se pose très souvent, c'est combien de futures stars du foot et sûrement combien d'athlètes on a perdu comme ça, parce que c'était la méthode marche ou crève qui marche peut-être avec des athlètes comme toi qui ont un mental, en acier trempé, un mental exceptionnel, mais qui est hors du commun bien sûr. Et combien on en a perdu parce qu'avec un encadrement peut-être un peu plus inclusif, un peu plus, bienveillant, les entraîneurs auraient pu mettre en valeur un potentiel et qu'au du coup, on a perdu à cause de comme tu dis, cette torture psychologique, quoi. C'est ce très mauvais traitement, je ne sais pas comment le décrire, mais Inhumain, comme tu dis, c'était inhumain, mais c'était inhumain, quoi. C'était Enfin, oui, bah, certainement, on en perd en route, hein. Après, ouais, ça fait comme une espèce de sélection, on va dire, ouais, darwiniste. psychologique ou Ouais. mentale, ou peut-être qu'on ne peut pas traiter les gens de la même manière. Je Hmm, veux dire, en plus, j'avais reproché ça à une journaliste qui se permettait, moi, de parler de mon mental parce que j'avais échoué une fois aux Jeux Olympiques ou je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais d'où ouais, est-ce qu'elle me connaît c'est clair. pour parler de moi dans la presse et dire oui, tel truc. Déjà, je suis contre le fait de mettre tous les sportifs de haut niveau dans la même case. On n'a pas tous eu la même enfance, la même éducation. On est différents, on est tous différents. Donc, on ne peut pas aborder la compétition, les entraînements de la même manière, même s'il y a des traits de similitude, hein. Ouais, ceux qui réussissent ont un fort mental, enfin, etc., etc., sont travailleurs, courageux, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas nous mettre dans la même case
Par exemple, moi, j'ai vu des sportifs à l'entraînement qui étaient champions du monde. Ouais. En compétition, c'était nul. Hmm. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Est-ce que ces athlètes-là avaient besoin d'un accompagnement psychologique pour s'en sortir? Très certainement. Parce qu'on se dit, bon, bah, ils sont forts quand même physiquement. Qu'est-ce qui se passe là-haut pour qu'en compétition, bah, ils disparaissent? Ouais. Par exemple, vous voyez, donc ça montre bien que tout le monde n'aborde pas les choses de la même manière, même si on est fort physiquement, tout ça. Bien sûr. Et même la façon dont vous parlez à quelqu'un n'aura jamais le même impact sur X ou Y. Il y en a qui ça va booster, il y en a d'autres, ben, vaut mieux se taire et rien leur dire quoi, avant Hmm. leur compétition. Parce que peut-être que ça va plus les stresser et qu'ils vont pas être aussi performants que si on ne leur avait rien dit. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être plus encadrés, d'être plus dans un petit cocon où, bon, ils se sentent pas seuls parce que la compétition de haut niveau, qu'on le veuille ou non, quand on rentre sur le terrain ou sur le tatami ou ce que vous voulez, on se sent quand même seul face à soi-même. Le coach, il était là 2 minutes avant, mais là, il n'est plus là. Il n'y a plus maman, il n'y a plus papa, il n'y a plus le coach. On est tout seul face à ce qu'on doit faire. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Enfin, moi, je le trouve, je l'ai senti comme ça, de très puissant. C'est un grand moment de solitude. On est au départ du 100 mètres, vous êtes à côté de vos concurrentes, il y a 80 000 personnes dans le stade, mais vous êtes seul. 11 secondes. Surtout, tu as 11 secondes qui va résumer 4 ans de travail. 4 ans ou plus, hein, mais je veux dire, pour moi, ça a toujours été un grand moment de solitude. Et c'est là qu'on se dit, bon, ben là, voilà, tu es face à toi-même, face à ta mission, face à ton couloir, et tu faut y aller. Ouais. Et tu avais le trac, justement, tu avais le trac pendant ces 2 minutes de solitude. Je sais pas si on appelle ça, c'est pas la même track que lorsqu'on va parler devant des gens ou autre, quoi. C'est une pression, la pression de bien faire, la pression de... Moi, j'avais toujours hâte que ça se termine, hein. Allez, il faut y aller, la chambre d'appel, tout ça, bon, c'est bien, mais c'est L'attente, quoi. euh, C'est de l'attente. très long. C'est-à-dire, pour moi, une compétition, à partir du moment où je quitte ma maison la veille de la compétition, que je prends l'avion, le train, j'arrive dans la chambre d'hôtel, la compétition, elle a commencé depuis là. Hmm. Commence même à partir du moment où on quitte le terrain d'entraînement c'est le dernier entraînement, on quitte le stade, ça y est, on est déjà dans la compétition. Donc, quelque part, c'est un temps d'attente qui est long et on a envie d'y être. Moi, j'ai toujours envie d'y être pour faire, pour courir, être dans l'action parce que l'attente, c'est trop long. Et tu arrives à dormir les veilles de grandes compétitions, tout ça? Ah ben moi, j'ai toujours eu du mal à dormir. J'ai toujours pris à l'époque, c'était du Stinox pour dormir. Je pouvais pas dormir, c'était horrible. D'ailleurs, ça m'a bouffé un peu la mémoire à un moment donné. J'ai dû arrêter, hein. Alors ici, c'est le podcast des légendes olympiques. On fait un petit point, Christine, pour te rappeler ce que tu fais avec nous. On est en train de faire le podcast des légendes olympiques et ça fait à peu près 1 heure qu'on discute ensemble pour revenir un peu. Ah ouais, c'est long, hein. Bon, ben, je vais vous laisser là, hein. Ça fait combien de temps qu'on Cinq parle? minutes, Oh, ça 5 fait, minutes, ça c'est fait, ça Christine. fait 5 minutes, hein. 1h12 et 13 secondes. Voilà, c'est du cross. Oui, bon, mais oui, moi j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de mal à dormir. D'accord. Compétition, c'est. Bon, disons que j'ai toujours plus ou moins bien géré le stress, mais j'ai toujours été quelque part quelqu'un de stressé par mon envie de bien faire. Et tu avais des rituels que tu suivais systématiquement. Tu mettais toujours la même culotte, tu mettais toujours le même brassard ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu avais une sorte de petite pour t'aider? Bon, un petit peu quand j'étais plus jeune, bon, j'avais pas. À l'époque, j'avais pas de sponsor, donc j'avais quand même mes petits vêtements de compétition, on Ouais. va dire. Mais non, après, pas particulièrement. Après non plus, hein, puisque comme vous êtes sponsorisé, vous mettez la tenue du sponsor et puis c'est tout, Ouais, hein. J'avais pas de gris-gris Ouais. ouais. particulier. Parce qu'il y a plein de joueurs de C'était foot qui plutôt. mettaient toujours le même maillot de corps pendant 20 ans, quoi. Qui disaient qu'après, il était complètement en lambeaux parce qu'ils le mettaient depuis leurs 15 ans. Il y a plein d'histoires assez dingues comme ça.
Non, 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 c'était plutôt toujours le même rituel dans peut-être ma préparation, le temps des choses, mais j'avais pas spécialement d'objets ou de trucs que D'accord. j'avais dans mon sac. J'avais mon rouge à lèvres, une crème, des petites choses comme ça, quoi, mais non, pas de choses particulières. Alors moi, je voulais juste revenir, hein, si tu le permets, juste et en fermant le chapitre, sur les méthodes d'entraînement et psychologique, tout ça. Est-ce qu'il y avait une différence de traitement que tu voyais entre les hommes et les femmes? C'est-à-dire, est-ce que l'époque, le sexisme était vraiment accepté, on peut le dire, ça faisait partie du jeu, entre guillemets, hein. Est-ce que du coup, un entraîneur comme Piacenta ou un entraîneur comme l'entraîneur que tu peux avoir en Guadeloupe ou même d'autres entraîneurs, est-ce que tu voyais qu'ils respectaient les coureurs hommes euh, mieux, enfin qu'il y avait plus de respect envers les coureurs hommes qu'envers les coureurs femmes, ou est-ce que c'était quelque chose qui n'existait pas en tout cas à ce niveau-là? Est-ce que ça contribuait un peu à cet espace je dirais pas de torture psychologique, mais ouais, de manque de bienveillance? Non, non, non. Enfin, moi, j'ai pas observé ça. Non, non, même mon entraîneur ici, enfin, les entraîneurs ici, le dernier dont je vous ai parlé, non, les hommes étaient aussi maltraités que les Ah bon, filles. c'est une D'accord, super nouvelle. d'accord, d'accord, Très bonne nouvelle. Ouais, ouais, ouais. d'accord, bon, Non, il n'y avait pas non, non, il n'y avait pas De de favoritisme. choses particulières par rapport aux femmes. Non, c'est pas quelque chose que j'ai observé en tout d'accord, cas. ok, très bien. Si c'était le cas, ça aurait tourné, je pense, autrement dans ma tête. Parce que bon, c'est vrai que moi, j'aime pas les injustices, donc Ouais. forcément, c'est quelque chose que je. Déjà, bon, on a vécu déjà pas mal d'injustices, mais qu'elles soient à ce niveau-là Ouais. Ouais, encore, non. un autre niveau d'injustice, non, tu l'avais pas noté. Notre niveau d'injustice, Ouais. non. Un lot déjà important. Comment tu te reconstruis psychologiquement, au-delà vraiment du côté physique? Comment tu te reconstruis psychologiquement quand pendant 7 ans, tu es l'objet de ce genre d'abus? Je dirais pas abus, mais comportement, Déviant, Comportement je sais pas abusif, si. ouais. toxique. Ben, on continue à en parler, hein. C'est vrai que c'était à cet entraîneur-là. Après chaque entraînement, c'était un sujet pendant au moins 1 heure, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les athlètes discutaient entre eux, comme ça, tout le temps, parce que c'était le sujet. On savait jamais de quelle humeur il allait être ce jour-là. Qui est-ce qui allait s'en prendre plein la tronche. Ah oui, C'était comme d'accord, il y ça. avait des têtes à Ouais. claques en plus. Ben, c'est avec le temps. Moi, je me rappelle, quand j'ai décidé de partir, j'ai pleuré pendant un bon moment parce que j'étais soulagé en fait que ce soit fini, Ouais, que le calvaire soit fini quand même. Même si c'est un entraîneur qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup appris, ça je ne peux pas le retirer, je ne peux pas l'enlever. Psychologiquement, Mm. c'était infernal. Après, oui, oui, ben il y a eu cette. Ouais, comme quand tu enlèves Après, des chaussures trop petites, quoi. Tu sens quand même que tu es plus à l'aise quand t'enlèves tes chaussures trop ou petites. un pantalon ben, trop serré, Guillaume. après, ben, on en parle encore pendant quelques mois. Et puis on passe à autre chose, quoi. On finit par passer à autre chose. Mm. D'accord, Mais je sais pas combien de temps ça a pris, hein. Et en plus, derrière, moi, je suis parti m'entraîner aux États-Unis. Bon, c'était dur aussi. C'était pas dur psychologiquement parce que l'entraîneur était dur, mais c'était dur parce que l'entraînement physique était très, très dur. ouais, Et là, ouais, là, j'ai morflé physiquement, quoi, on va dire. Je suis rentré très vite ici, hein, puisque ça ne me convenait pas, mais bon, c'est vrai que on prend quand même un petit moment quand même à prendre de la distance avec ces années-là. d'accord. Bah, merci en tout cas de partager ça avec nous. Et donc, effectivement, là, t'as un peu, c'est pas une traversée du désert, mais en tout cas, c'est un moment, un peu, une épreuve, en tout cas, dans cette période, blessure, passage 400 mètres, et obtiens enfin ton accessite aux 100 mètres. Co- Comment tu vis financièrement? Comment ça se passe financièrement pour une athlète de haut niveau qui a quand même des petites, ouais, qui connaît une petite traversée difficile? Comment tu t'en sors? Et ben, tout ce temps-là, c'est grâce à ma mère en fait. Bon, après j'étais à l'INSEP, mais je faisais la navette en fait entre l'INSEP et l'appartement de ma mamie. D'accord? Elle n'habitait pas là, hein, mais elle avait Un appart. un appartement. Elle avait des enfants de la famille qui étaient là ou qui étaient de passage, donc j'allais régulièrement là.
et puis ma mère, quoi, hein. C'est ma mère qui m'a soutenu pour les soins et tout ça, parce qu'il a fallu faire des soins. Et très clairement, si ma mère ne m'avait pas aidé, ça aurait été compliqué pour moi de continuer. Parce que bon, tant que vous n'avez pas fait vos preuves, vous n'êtes Bien pas sûr, aidé. Ouais. exactement. Aidé de fédération, vous n'avez pas de sponsor. Donc, ouais, c'était une longue traversée du désert avant d'arriver à là, quoi. Donc après, voilà, ben, tout ce que j'ai gagné, je l'ai gagné à la sueur de mon front, hein. C'est Ouais, sûr. On m'a clairement. pas fait cadeau. Je veux dire, à chaque fois que j'étais j'ai été sélectionné pour un championnat ou autre, j'avais gagné ma place, quoi. J'étais pas, on m'avait pas fait de cadeau, hein, ça c'est clair. Donc, on est toujours aidé à partir du moment où on a des résultats ou quand on pointe un petit peu le bout de son nez, mais sinon, ouais, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Dire, je pense qu'il y a des athlètes qui, à un moment donné, sont borderline, qui sont pas loin d'eux, mais qui se blessent, mais qui n'ont Mm. pas la possibilité de se soigner ou de continuer, parce qu'en même temps, voilà, il faut travailler, il faut faire des études, et c'est compliqué. Moi, à un moment donné, en tout cas, je me suis dit, souvent, il faut être dans un double projet, c'est-à-dire quand même soit faire des études ou travailler. Oui. Moi, j'ai passé deux, trois trucs comme ça, j'ai pris mon temps de passer des choses. Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, non, non, je vais ni travailler ni faire des études. Bon, j'ai fait le minimum. Et après, je me suis dit, moi, je suis à fond. Quand je fais quelque chose, c'est à fond. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais ça, c'est moi, hein. Mm. Il y a des athlètes qui arrivent très bien. Ben, il y en a même en équipe de France qui font des études de médecine, hein, et qui font des trucs importants et qui arrivent à s'entraîner à côté. Et moi, non. Moi, c'est quand je suis dans un truc, c'est ça et pas autre chose à côté. D'accord. Je dois être à 100% dans ce que je fais. Et c'est mon choix. Mm. Je peux pas faire bien plusieurs choses à la fois. Enfin, je veux dire très très bien plusieurs choses à la fois. D'accord. Et donc, tu te blesses beaucoup, tu l'expliquais un petit peu parce que tu es en phase de reprise, parce que tu as enfin, à chaque fois, tu reprends un petit peu trop tôt, parce que ta dose d'entraînement a peut-être pas été super bien gérée, parce que tu passes 2 entraînements par semaine à quasiment un entraînement, voire 2 par jour. La première année, je me suis pas blessé. Enfin, dans le groupe où j'étais, je me suis pas blessé. Je me suis blessé la deuxième année et à répétition parce que mon entraîneur ne respectait pas les délais de cicatrisation de Ouais. blessure. C'est pas parce que j'étais fragile. Après, on Mm. m'a collé une étiquette aussi, elle se blesse tout le temps. Et ça aussi, c'était la période hyper pénible que t'es tout le temps blessé, t'es tout le temps Ouais, c'est blessé. très Enfin, français, hein, ça aussi, la c'était quelque chose critique qui des me prenait athlètes la tête. français, c'est moi je vis aux États-Unis depuis 24 ans, et 23 ans, pardon, et je vois vraiment la différence de traitement entre, au niveau de la presse et ou des fans, combien les Français peuvent être critiques avec leurs athlètes. C'est-à-dire quand ils sont bons, on les adore et puis voilà, t'as le cocorico, l'aspect patriotique. Mais quand ils sont dans le creux de la vague, alors là, c'est ils sont fragiles psychologiquement, ils se blessent tout le temps. On le voit ça avec les tennismen. On a eu une génération incroyable, mais qui a été critiquée de manière hyper brutale. Et souvent, les athlètes, c'est pareil, on n'a pas de mental, ils sont tout le temps blessés. Donc, comment toi, tu gères ça psychologiquement? Parce que déjà, tu es blessé, tu peut-être pas dans les meilleures conditions à Paris, tu es loin de ta famille. Et en plus, tu lis des conneries comme ça dans la presse. Ça doit être. Est-ce que ça te motive, ça te rend folle? Comment tu le gères? À l'époque, on parlait pas de moi, j'étais pas connu, puisque Voilà, c'est l'avantage. D'accord. c'était la période avant enfin, qu'on me connaisse vraiment Ouais, de manière ici, du grand quoi. public, quoi. Guadeloupe, on me connaissait, mais ça sortait de la bouche des gens en Guadeloupe aussi, hein, Mm. des Guadeloupéens qui disaient, bon, ouais, t'es toujours blessé, comment vas-tu? Ah, je suis blessé, ah, bah, t'es toujours blessé. Hyper pénible. Ça doit être insupportable. Ah, bon, c'est des, on va dire que ce sont des réflexes un peu, on va dire, humains, hein, Ouais. c'est ça. Les gens, en fait, quand ils vous disent ça, peut-être que c'est pas méchant, c'est juste que, ben, ils vous voient là, une fois vous êtes blessé, ils vous voient une autre fois, vous lui dites que vous êtes blessé parce que c'est ça, sauf que ils connaissent pas l'histoire derrière. Et ils se rendent pas compte que ce genre de parole, c'est difficile pour quelqu'un qui s'entraîne, puis qui se blesse, puis qui essaie de revenir et qui se blesse encore, et que indépendamment, voilà, de sa volonté, parce que c'était mon cas en plus. Ouais. C'est vrai, j'étais souvent blessé à ce moment-là, mais c'était pas de ma faute. Ouais. Mais bon, les gens vous disent ça
Après, quand on revient sur des gens, les paroles de ceux qui sont assis dans leur canapé là et qui regardent les Eh, sportifs. En Christine, mangeant, j'ai l'impression que tu t'adresses en un petit mangeant peu leur à notre en camarade. mangeant des Celui-là, fraises il a un tagada. problème de mental, celui-là, il a tel truc. Des fois, il peut y avoir du vrai dans ce qu'ils disent, hein. Mais en même temps, c'est facile à dire quand on ne connaît pas l'athlète. Hmm. Après, quand on est un peu dans le milieu ou qu'on voit certaines choses, on peut effectivement plus se dire, bon, ben lui ou elle, ça fait, je sais pas, ça fait 4 fois qu'elle se pointe en championnat. Bon, au début, elle est jeune, donc voilà, l'athlète, ou il ou elle, hein, prend de l'expérience. C'est normal, c'est son premier championnat, on prend la température. Bon, elle fera mieux la prochaine fois. Mais quand vous avez des athlètes qui finalement restent toujours au même truc, quoi, c'est-à-dire au stade des séries du premier tour et qui n'évoluent jamais, là, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est voilà, son niveau qui est comme ça? Ou est-ce que c'est un athlète tout simplement qui n'arrive pas à passer le cap d'un autre tour, qui ne progresse pas? Un athlète qui ne fait pas ce qu'il faut? Un athlète qui se dit, ah, je suis sélectionné, c'est bon, j'ai fait le job. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Rentrer en sélection. Mais une fois qu'on est sélectionné, enfin, l'objectif pour eux, c'est la sélection. C'est pas ce qu'il y a derrière. Ouais. L'important, c'est de participer, mais n'importe quoi en fait. Voilà, tu casses un mythe, hein, pour nous. Pas du Comment? tout. Tu casses un mythe pour nous. Le Euh, mythe olympique, c'est pas bon, c'est ouais, essentiel. Et il y a toujours du bon et du moins bon à prendre hein, dans les trucs olympiques. Non, l'important, enfin pour moi, c'est pas de participer, ça dépend de qui. Il y a Gagner. des gens, il y a des athlètes pour qui ben, être sélectionné pour les Jeux olympiques, mais c'est génial déjà, c'est vrai. C'est vrai. Parmi tous ces gens qui postulent pour avoir une place au jeu, ben, tu arrives à te sélectionner, c'est génial. Mais c'est pas une fin en soi, en fait. Tu peux pas Hmm. être, pour moi, peut-être de haut niveau, combatif, guerrier dans ta tête et dire, ouais, ça y est, je suis au jeu, c'est bon, on s'arrête là. Ouais. Deuxièmement, concernant Coubertin, qui était justement un mec qui n'aimait pas du tout que les femmes pratiquent. Bah, qui était aussi Et un peu pourtant, Ouais. raciste, hein, on l'oublie assez souvent. donc, bon, voilà quoi. Coubertin, pour moi, c'est pas. Une légende. Non. Alors, on te promet, on Non, l'invitera pas, Christine. On te promet, et c'est solennel de la part de vous êtes, Michel et vous moi-même. êtes, vous êtes, vous Nous êtes n'allons pas d'accord que l'inviter. tout. Nous n'allons pas inviter Pierre de Coubertin dans ce podcast, et je t'en Merci. fais la promesse solennelle. Merci. On le boycotte. Ça y est, c'est dit. Merci. Donc, vous êtes d'accord avec moi Bien que sûr. tous ces cons qui disent que, ouais, ben, il y a eu Laurent Fignon aussi qui nous avait fait le coup, ouais, les femmes dans le sport, elles n'ont pas leur place parce que quand elles font des efforts, elles sont pas Oui, ah oui, belles. mais on a eu un gros débat Oui, récemment avec justement des amis. On avait ressorti une vidéo qui est pas si vieille que ça. Il y avait un autre qui était aussi assez connu et qui disait oui, mais Oui, c'est vrai. c'est disgracieux. Les femmes, elles doivent être élégantes. Mais quand tu regardes ça en 2024, et bon, je pense à l'époque aussi quand ça devait être choquant, mais maintenant, Dieu merci, les mentalités ont encore plus changé. Mais c'est vrai que c'est incroyable. C'est incroyable que quelqu'un ait pu dire ça en pensant que les gens allaient être d'accord avec lui. Ça prouvait vraiment les mentalités de l'époque. oui, ben voilà, je veux dire, c'est un combat pour les femmes quand même de faire de la Exactement. compétition. Et d'ailleurs, pour ça, Christine, je vais être très clair. Quand je fais du sport, ou quand cet ami fait du sport, cet ami qui a un peu dans mon point, il n'est pas du tout élégant. Il n'est pas du tout élégant. Donc, effectivement, Et moi, je vais aller plus Mais loin. bon, On à un n'invitera moment pas Laurent donné. Fignon sur le podcast non plus. Voilà, c'est dit. Non, mais c'est vrai. Chacun fait ce qu'il veut quand même. On va pas au nom de l'élégance et de la ouais, beauté, bien on va sûr. pas se priver de faire du sport. Enfin, Ouais, c'est complètement délirant. En plus, on peut faire les deux. Pourquoi? J'ai toujours été, un peu en contradiction avec ça. Vous voyez, je suis une femme, j'étais une petite fille, mais moi, j'ai toujours voulu relever le défi, en fait, d'être meilleur que les hommes. Dans l'entraînement, c'était pareil. Je me rappelle, j'étais meilleur que les hommes, enfin, que les garçons de mon groupe sur les abdos ou sur d'autres trucs d'exercice de force. Enfin, même en course. comme si peut-être inconsciemment, j'avais toujours ce besoin, en fait, de me mesurer à eux pour dire, ben voilà, je suis une femme, mais je suis là, j'existe aussi.
voyez? Bien C'est sûr. un peu comme moi, mes cours de pilates. Je suis le seul homme et je suis de très loin le plus mauvais. Donc, je rejoins un petit peu ce que tu dis, sur, la Non, non, mais c'est compétition. non, mais ça va dans les 2 sens, ça va dans les 2 sens. Les stéréotypes de genre, c'est pareil, c'est pour, un mec qui a envie de faire de la danse ou un truc de fille, il a le droit, enfin. C'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut faire, enfin, vous voyez, Ouais, c'est là qu'il y a encore des fois des décalages dans les mentalités des gens parce que, ben, culturellement, bon, toi, tu es une fille, tu vas mettre ton tutu, tu vas faire de la danse. Mais aller faire de la boxe ou aller te fighter dans un match de hockey ou de je sais pas quoi, c'est pas possible pour toi, tu vois? ouais. Tu es trop belle, tu vas t'abîmer, en fait. Bah, Guillaume, parfois va au travail avec du rouge à lèvres et c'est très mal pris, encore, alors qu'on est en 2024. Ouais, bah, écoute, Ah les ça, mentalités avancent, les mentalités avancent. après là, on glisse sur des trucs, différents, hein, Ouais. les transgenres et tout ça. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. C'est la fin de notre épisode spécial Christine Aron pour le podcast des légendes olympiques. On se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie, une partie extraordinaire. On parlera du fabuleux record d'Europe de Christine ainsi que des JO et ses plus belles courses lors de ces années phares. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie du podcast des légendes spécial Jeux olympiques.